Donc ça y est, la séance est en train d'être enregistrée, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc on y va. Hop. Allez-y. Donc, alors oui, information aussi, le support PDF vous sera mis à disposition avec le replay, enfin dans la journée, le temps que ça tourne. Je vous mets tout ça je vous envoie tout ça par mail. Alors au sommaire, comme je vous ai dit, donc dans la partie 1, de 11h à 11h45, 3/4 d'heure, on va essayer de refaire un focus sur l'activité partielle et puis surtout sur toutes les nouveautés. Donc on va revoir le champ d'application, les heures indemnisables, le calcul de l'activité partielle et enfin le cumul avec l'arrêt de travail. Et en partie 2, de 11h45 à 12h15, eh ben, c'est toutes les questions-réponses pendant une demi-heure. Voilà. Alors c'est parti, je vais laisser la main à Julie. Allez, c'est moi qui commence. Alors déjà, merci beaucoup à Sandrine et à Amandine pour d'avoir participé à ce webinaire. Je suis très contente d'être avec vous. Et merci à tous d'être là. Donc, moi, je débute en rappelant un petit peu le champ d'application de l'activité partielle. Donc, c'est un petit rappel déjà. Et puis après, on verra quels sont les salariés éligibles et quelles sont les heures éligibles. Donc, petit rappel, qu'est-ce que c'est que l'activité partielle? C'est lorsque mon entreprise doit fermer ou réduire son activité pour des raisons qui sont prévues par la loi et strictement limitées. Et parmi ces raisons, on trouve notamment les circonstances à caractère exceptionnel. Donc, c'est pleinement ce qui nous concerne aujourd'hui. On va pouvoir être en activité partielle du fait de la crise sanitaire liée au coronavirus. Donc, à partir de là, on va voir quelles sont les entreprises qui sont éligibles et qui vont pouvoir avoir recours à ce dispositif. Ce sont toutes les entreprises qui relèvent du Code du travail. Et la nouveauté qui a été mise en place par les ordonnances, c'est les entreprises publiques qui sont en auto-assurance et qui vont également pouvoir bénéficier de l'activité partielle, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, petit zoom sur ce petit schéma qui a été mis en place sur le site internet du gouvernement et qui est assez intéressant et qui résume bien la situation. Il y a deux types d'entreprises en fait qui vont pouvoir avoir recours à l'activité partielle aujourd'hui. D'une part, les entreprises qui étaient visées par les arrêtés des 14 et 15 mars, c'est-à-dire qui accueillaient du public et à qui on a dit donc qu'elles ne pouvaient plus accueillir de public. Et celles-ci vont pouvoir automatiquement bénéficier de l'activité partielle, donc justifier le recours à l'activité partielle juste en disant voilà, je ne peux plus accueillir du public, donc j'ai réduit ou arrêté mon activité. De l'autre côté, on a les entreprises qui n'accueillent pas de public ou à qui on a dit qu'il fallait continuer à travailler, mais qui vont être impactées par la crise sanitaire actuelle. Donc, effectivement, soit j'ai des rendez-vous qui ont été annulés, des chantiers qui ont été suspendus. Et donc, dans ce cas-là, également, je vais être amenée à réduire ou arrêter mon activité. Je vais pouvoir aussi bénéficier de l'activité partielle, mais il va falloir bien que je justifie des raisons qui m'ont amené à réduire mon activité ou à cesser mon activité. Donc là, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut bien justifier. Et même si, effectivement, on a fait notre demande d'activité partielle, qu'elle a été acceptée, et parfois de façon tacite, il faut bien garder les justificatifs avec soi parce qu'on sait qu'il y aura des contrôles a posteriori par les directs. Et à ce moment-là, on nous demandera à quel titre on a réduit ou cessé notre activité. Il faudra être en mesure de le justifier, donc avec des mails de fournisseurs, par exemple, qui nous disent qu'ils ont arrêté, qu'ils ne peuvent plus nous fournir, ou des mails de commanditaires qui nous ont dit que les chantiers étaient suspendus. Donc là, c'est un point important. Gardez bien tous vos justificatifs. Donc, si j'ai dû réduire ou cesser mon activité, que je fais appel à l'activité partielle, quels vont être les salariés bénéficiaires? Donc, en fait, il faut bien comprendre que ce sont tous les salariés qui sont titulaires d'un contrat de travail. Donc, à partir du moment où on a bien ce principe en tête, on comprend que vont être bénéficiaires de l'activité partielle tous les salariés, quel que soit leur contrat de travail, que ce soit du CDD, du CDI, temps complet, temps partiel, y compris les forfaits annuels, on reviendra dessus. Seront également éligibles les salariés qui ont un contrat de travail de type particulier, tel que le contrat de professionnalisation, le contrat d'apprentissage. Et en plus, donc, les dernières ordonnances sont venues rajouter des catégories particulières, donc notamment les VRP, les assistantes maternelles, employés de maison et les cadres dirigeants. Donc, on reviendra sur la notion de cadres dirigeants. Qui sont-ils? Par contre, si je n'ai pas de contrat de travail, je ne peux pas bénéficier de l'activité partielle. Alors, qui n'a pas de contrat de travail? Eh bien, on a le dirigeant assimilé salarié non titulaire d'un contrat de travail. Alors, c'est qui ce dirigeant assimilé salarié? C'est le gérant salarié, c'est le président de SAS,
pour qui on établit un bulletin de salaire parce qu'ils relèvent du régime de la sécurité sociale, mais qui, à proprement dit, n'ont pas de contrat de travail. Ils n'ont pas de contrat de travail quand il n'y a pas de lien de subordination entre ce dirigeant et l'entreprise. Donc, ce n'est pas parce qu'on lui a fait un petit papier avec marqué dessus contrat de travail qu'il a un contrat de travail. Concrètement, la question, c'est est-ce qu'il cotise à Pôle emploi? S'il n'y a pas de cotisation à Pôle emploi pour cette personne-là, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien de subordination et ça veut dire qu'il ne peut pas être éligible à l'activité partielle. Et à côté de ce dirigeant, il y a souvent son épouse. Alors, son épouse, la femme du dirigeant, qui est salariée de l'entreprise, si j'ai fait pour elle un dossier Pôle emploi et que le Pôle emploi m'a dit qu'elle n'était pas éligible au Pôle emploi, donc je ne cotise pas au Pôle emploi pour cette personne-là, ben, elle non plus n'est pas éligible à l'activité partielle. Donc, faites attention. Donc, on a plusieurs cas. On a parfois des associés aussi pour qui on a fait un dossier Pôle emploi. S'il ne cotise pas au Pôle emploi, il n'est pas éligible à l'activité partielle. Donc, voilà pour le dirigeant. Et à côté, on a aussi notre petit stagiaire. Notre petit stagiaire, lui non plus, n'a pas de contrat de travail. Donc, pendant la période d'activité partielle, il ne va pas pouvoir être indemnisé. Ça veut dire que le stage est suspendu et il faudra voir avec l'école comment on va pouvoir peut-être reprendre ce stage à l'issue de la crise sanitaire. Donc, pour rappel, l'activité partielle, ce n'est pas une modification du contrat de travail. Ça ne nécessite pas l'accord du salarié. Donc, à partir du moment où j'ai décidé de passer mes salariés en activité partielle, ils n'ont pas leur mot à dire. Ça s'impose à eux, y compris pour les salariés protégés. Normalement, on doit soumettre l'activité partielle à leur accord, mais dans le cadre de la crise sanitaire, jusqu'au 31 décembre, eh bien, on va pouvoir les passer en activité partielle sans obtenir leur accord. Et petit point d'alerte concernant les salariés qui sont en télétravail. Donc, si je suis en télétravail, je ne suis pas en activité partielle. Donc, si mon salarié peut continuer et continue à travailler depuis chez lui, je ne peux pas le déclarer en activité partielle et percevoir des allocations d'activité partielle pour lui. Ça ne veut pas dire que c'est interdit. Je peux très bien imaginer que mon salarié il est en activité partielle 2 jours par semaine et en télétravail 3 jours par semaine. Mais à ce moment-là, effectivement, le mieux, c'est de le formaliser pour qu'il n'y ait pas de litige ultérieur. Donc, soit je prévois un avenant qui marque spécifiquement les jours où il est en télétravail, soit on fait un relevé d'heures et de jours de travail qui est signé à la fois par le salarié et par l'employeur, ce qui permettra de justifier en cas de contrôle des directs ma demande d'activité partielle. Je pourrais justifier que, effectivement, 3 jours par semaine, il était en activité partielle et les 2 autres jours en télétravail. Mais là, il faut bien le formaliser pour éviter tous les litiges ultérieurs. Parce que si je ne le fais pas, il y a des sanctions derrière, notamment des sanctions pour fraude qui peuvent être très importantes. Donc voilà pour tout ce qui était champ d'application et les personnes qui sont éligibles à l'activité partielle. Maintenant, on va voir quelles sont les heures concernées, donc les heures que je vais pouvoir indemniser au titre de l'activité partielle. Alors, le principe, jusqu'à ce matin très tôt, le principe, c'est que sont indemnisables les heures qui sont perdues en dessous de la durée légale du travail ou la durée conventionnelle ou contractuelle si elle est inférieure. Donc, concrètement, ça veut dire que je ne peux être indemnisée que jusqu'à 35 heures ou si je suis à temps partiel, jusqu'à ma durée contractuelle de travail. Et le principe, c'est que les heures supplémentaires ne sont pas indemnisées. Voilà, donc hier, on s'est endormi avec ça. Et ce matin, on s'est réveillé avec l'ordonnance du 22 avril, donc publiée au JO le 23, c'est-à-dire aujourd'hui. Et que nous dit-elle, cette ordonnance? Donc, Sandrine, tu peux passer à la diapo d'après parce que je l'ai résumé sur la diapo d'après. Elle nous dit que les heures supplémentaires vont pouvoir également être indemnisées si elles sont prévues par une convention individuelle de forfait en heures qui a été conclue bien sûr avant l'ordonnance. Le but du jeu, ce n'est pas de vite conclure des ordonnances à partir d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire que j'ai un contrat de 39 heures, par exemple, un contrat de travail où il y a marqué que mon salarié travaille 39 heures par semaine. Donc, dans ce cas-là, si j'ai ce contrat de travail-là, je vais pouvoir indemniser jusqu'à 39 heures. Si j'ai un contrat 42 heures, je vais pouvoir indemniser jusqu'à 42 heures. Et autrement, ça peut concerner également les salariés dont la durée de travail est supérieure du fait d'un accord collectif ou d'une convention de branche qui a été signée aussi avant le 22 avril. Le but étant d'éviter les effets d'aubaine. Donc ça, c'est le breaking news de ce matin. Les heures supplémentaires peuvent être indemnisées, mais encore faut-il que ce soit prévu par le contrat de travail, par l'accord ou la convention collective.
Les cas particuliers, donc on va avoir des cas particuliers, notamment si on a des heures d'équivalence, des aménagements particuliers de temps de travail, des forfaits annuels ou des gens qui n'ont pas de référence horaire, ou on aura également le cas qui va nous intéresser un petit peu ce mois-ci, des jours fériés ou de la journée de solidarité. Donc on va commencer par les heures d'équivalence. Donc les heures d'équivalence, ça concerne un certain secteur d'activité tels que les transports routiers par exemple, où on nous explique qu'une durée plus élevée est équivalente à la durée légale de travail. Donc, par exemple, dans les transports routiers, on a des personnes qui travaillent 39 heures par semaine, mais 39 heures est équivalent à la durée légale du travail. Donc, ça veut dire que pour eux, par exemple, les heures supplémentaires ne se déclenchent qu'au-delà de 39 heures. Donc, ces heures d'équivalence de 35 à 39, pour eux, sont indemnisables. Et pour trouver le nombre d'heures indemnisables, en fait, on va prendre la durée de travail équivalente moins le nombre d'heures travaillées, ce qui va nous donner le nombre d'heures indemnisables. Donc, effectivement, si j'ai une durée d'équivalence à 39 heures, je peux être indemnisée jusqu'à 39 heures. Toutefois, on a eu des précisions sur par le ministère du Travail. Je pense qu'on va avoir le même problème peut-être du coup pour nos heures structurelles. C'est que ma demande d'indemnisation, dans tous les cas, est limitée à 35 heures. Quand je vais sur le site de l'activité partielle, je ne peux pas demander au-delà de 35 heures en termes d'indemnisation. Donc, je suis bien embêtée, puisqu'on me dit que je peux indemniser jusqu'à 39 heures. Donc là, ce que nous dit le site du gouvernement, c'est que je vais demander seulement 35 heures en indemnisation, mais je vais gonfler mon taux horaire pour, au total, bien indemniser mes 39 heures. Voilà, et je pense que ça sera, à moins qu'ils mettent le site à jour, je pense que ça sera la même chose peut-être pour nos heures structurelles. Si vous avez des aménagements du temps de travail du type modulation ou cycle, donc ça veut dire que vous avez parfois des semaines qui sont prévues, planifiées au-delà de 35 heures. Donc, le principe, c'est qu'on indemnise uniquement dans la limite des heures perdues en dessous de 35 heures. Donc, pour que ce soit plus clair, là, j'ai mis l'exemple d'un cycle sur 4 semaines où on a effectivement des semaines à 30 heures, 40 heures, 35 heures ou 30 heures. Et du fait de l'activité partielle, toutes les semaines ont été travaillées à 20 heures. Donc, la première semaine, pas de difficulté. Je devais travailler 30 heures, j'en ai travaillé que 20. Je vais être indemnisée 10 heures. La semaine 2, c'est là qu'on est ça devient un peu plus compliqué puisque j'étais planifiée à 40 heures, j'en ai travaillé que 20 heures. Donc, j'ai perdu 20 heures. Toutefois, je ne serai indemnisée que 15 heures puisque mon indemnisation est limitée à 35 heures. Donc, 35 moins 20, ça fait bien 15. Donc, le principe sera le même dans le cas d'une modulation. Si je suis en période de modulation haute à 40 heures par semaine, par exemple, mais que mes salariés ne travaillent que 20 heures en ce moment, l'indemnisation se fera dans la limite de 35 heures. Si vous avez des forfaits annuels en jours ou en heures, donc on a eu des précisions qui ont été amenées par le décret du 16 avril et qui nous dit que pour ces conventions de forfait, donc annuels en jours ou en heures, on va décompter pour chaque journée non travaillée, on décomptera 7 heures et on indemnisera 7 heures. Et pour chaque demi-journée, on indemnisera sur la base de 3 heures et demie. On nous a également dit que les cadres dirigeants pouvaient bénéficier de l'activité partielle. Alors déjà, qui sont ces cadres dirigeants? Alors, les cadres dirigeants, ce sont des salariés qui ont un contrat de travail. Ce sont souvent les cadres supérieurs des entreprises, donc qui ont une autonomie et des responsabilités telles qu'ils n'ont pas de durée du travail. En fait, ils n'ont pas de référence horaire dans le contrat de travail. Donc, la difficulté pour eux, effectivement, c'est comment je vais déterminer l'activité partielle, le nombre d'heures indemnisables. Donc déjà, la précision qui nous a été amenée, c'est que ça n'était éligible à l'activité partielle que s'il y a une fermeture de l'entreprise ou de l'établissement. S'il y a une réduction d'activité, ils ne sont pas éligibles à l'activité partielle. Par contre, s'il y a fermeture, ils vont pouvoir bénéficier de l'activité partielle. Par contre, on n'a pas encore eu les modalités de calcul de l'allocation horaire. Moi, j'imagine qu'ils vont le faire selon les mêmes modalités que le forfait annuel en jours, c'est-à-dire un jour de fermeture égale 7 heures. Mais ça, c'est mon interprétation. Pour l'instant, on n'a pas eu les modalités concrètes pour ce qui est des cadres dirigeants. Donc, au mois d'avril et au mois de mai, nous aurons des jours fériés. Donc, comment ça va se passer pour les jours fériés? Alors, justement, le QR y a répondu également hier, a donné cette précision, mais bon, c'est pas nouveau, mais il l'a précisé sur le site du ministère du Travail. Le principe, c'est que si le jour férié est habituellement chômé dans l'entreprise, il ne donne pas lieu
à l'indemnisation et à l'allocation de l'État. Donc, il est payé par l'entreprise, ce jour férié chômé. Par contre, il ne donnera pas lieu à une allocation par l'État. Alors, sur la diapo suivante, j'ai mis un exemple. Donc, voilà. Si mon salarié est absent une semaine au titre de l'activité partielle et que dans cette semaine, il y a un jour férié, je ne déduirai pas 35 heures, je déduirai 28 heures. Donc, le jour férié reste à la charge intégrale de l'employeur. Et la journée de solidarité. Et oui, parce que, rappelez-vous, nous avons une journée de solidarité à effectuer. Et d'ailleurs, quand vous avez fait votre demande, votre déclaration préalable d'activité partielle, sur le site, on vous demande quel est le jour que vous avez choisi pour la journée de solidarité. Alors, on ne vous a pas demandé ça par simple curiosité. C'est en fait parce que l'État n'indemnise pas la journée de solidarité. Donc, cette journée, normalement, elle n'est pas rémunérée et elle ne donnera pas lieu au versement de l'allocation par l'État. Et voilà pour moi, j'ai fait le tour en ce qui concerne le champ d'application et les heures indemnisables. Donc, je laisse la parole à Sandrine. Merci Julie, c'était très intéressant. Donc effectivement, je continue. On va parler maintenant du calcul de l'activité partielle. Alors, on va revoir toute la prise en charge, les bases de calcul, le taux horaire et tout ce qui est cotisation. Tout d'abord, la prise en charge de l'État. Donc là, il n'y a pas eu de grosses nouveautés récemment. Enfin, voilà, donc on va bénéficier d'une indemnisation à hauteur de 70% du salaire horaire brut. Alors, on va revenir sur ce salaire horaire brut, hein, dans la limite de 4,5 SMIC. Ça n'a pas changé. Le minimum, c'est 8,03 €. Donc, c'est le SMIC net. Attention toutefois aux contrats d'apprentissage et les contrats pro, pour lesquels c'est toujours 100% de leur rémunération habituelle maximale. On ne va pas gagner plus en étant en activité partielle, hein, donc on bloque à leur rémunération. Idem si vous avez des jeunes qui sont inférieurs au SMIC, du coup, avec l'abattement, donc on bloque à leur rémunération habituelle. Donc, la rémunération mensuelle minimale, en fait, le SMIC net, là, les 8,03, c'est vraiment lié à cette période de Covid-19. Donc, comme on arrive à 8,03, voilà le petit tableau, hein, c'est le SMIC brut jusqu'au net en enlevant les cotisations. Donc, si après versement de l'indemnité d'activité partielle, la rémunération du salarié est inférieure à la rémunération mensuelle minimale, l'employeur va devoir verser une allocation complémentaire qui est égale à la différence des deux. Donc, on ne peut pas avoir en dessous, en gros, pour chaque heure, en dessous du SMIC net. Alors, ma base de calcul, ma base de calcul, c'est ma base maintien congé payé. Alors, dans ma base maintien congé payé, il y a des éléments à inclure et des éléments à exclure. Alors, pour rappel, voilà tout ce qu'on va inclure dans notre base congé payé. Les heures sup structurelles, la majoration pour le travail de nuit ou de dimanche. Alors, au niveau des primes, en fait, c'est les primes qui sont en fonction du temps de présence. Donc, tout ce qu'on va proratiser comme prime en fonction de la présence, donc, et en fonction de l'absence, forcément, vont être inclus dans la base congé payé. À l'inverse, les éléments qui continuent à être versés, les primes qui continuent à être versées pendant les absences, elles sont exclues de la base maintien congé payé. Idem pour les avantages en nature. L'avantage en nature dont le salarié va continuer à bénéficier pendant les congés va être exclu, alors que s'il est privé de ces avantages en nature pendant les congés, on va l'inclure. Et puis là, on va y revenir. Je vais faire un exemple concret sur les VRP. Quand il y a des commissions, on va faire la moyenne des 12 derniers mois, quand il y a du variable. Voilà, donc dans les éléments à exclure, on a aussi les primes exceptionnelles, les primes d'intéressement, les remboursements de frais, la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat, voilà. Donc le taux horaire, c'est quoi? Eh bien, on reprend notre montant de base CP maintien qu'on vient de trouver et on le divise par, alors là, on le divise par la durée du travail. J'ai enlevé l'égal et on le multiplie en tout cas par 70%. Alors, la durée légale, en fait, la durée, c'est quoi? Normalement, c'est l'horaire de l'entreprise si elle est inférieure à la durée légale. C'est l'horaire contractuel pour les temps partiels. Si je travaille 121h33, ici, je vais mettre 121h33. Et là, depuis ce matin, depuis l'ordonnance en fait, qui est parue au JO, on va ici potentiellement mettre les heures sup contractuelles. Voilà, à voir. On va en reparler, je pense. Par rapport aux VRP, les VRP, donc là, c'est le décret du 16 avril qui nous a apporté la précision au JO 17. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui ont une rémunération variable? On va faire le calcul, alors je vous ai mis un exemple concret, on va faire le calcul en plusieurs étapes. On va d'abord chercher la rémunération mensuelle de référence en prenant les 12 derniers mois qui précèdent en fait la demande de votre activité partielle.
Voilà. Ensuite, on va chercher le montant horaire. En fait, on va prendre du coup ce qu'on avait trouvé en 1, on va le diviser par la durée légale du temps de travail. En 3, on va trouver la perte de rémunération, c'est-à-dire qu'on va trouver notre rémunération mensuelle moins ce qu'on a sur ce mois-ci, enfin, le mois en cours. Et enfin, pour trouver le nombre d'heures d'indemnisation, on va prendre notre différence divisée par le montant qu'on avait trouvé en 2. Alors, pour être plus concrète, voici un exemple. Donc, on est dans une entreprise qui est en activité partielle en date du 12 avril. La rémunération du mois d'avril, c'est 800 €, parce qu'il a des commissions. Il a une rémunération sur les 12 derniers mois sans prendre en compte les frais et les indemnités de congés payés, c'est important, donc de 36 000 €. Donc, en premier lieu, je réfléchis sur ma rémunération mensuelle de référence. Donc, je vais prendre mes 36 000 divisé par 12, parce que là, il a bien travaillé 12 mois. Ça me fait une moyenne de 3 000 €. Cette moyenne, je vais le ramener à l'heure en divisant par 151,67 €. J'ai bien 19,78 € de l'heure pour un montant horaire. Quelle est ma perte de rémunération ? Eh bien, normalement, j'ai une rémunération mensuelle de 3 000 € moins les 800 du mois d'avril. Il me reste une perte à 2 200 €. Donc, pour trouver mon nombre d'heures indemnisables, je prends ma perte de rémunération que je vais diviser par le montant horaire que j'avais trouvé. Donc, je vais pouvoir être indemnisée sur 111 h 22 pour ce VRP. Voilà. Alors, les heures sup structurelles. Comment ça va se passer ? Donc, en fait, on a là, dans cet exemple, on a notre salaire de base donc, de 2 400 € pour une base à 35 heures. On a des heures sup qui sont donc contractuelles, il n'y a pas de souci avec ça, donc de 17h33 et donc pour 342,78. Donc au total, on a bien 169 heures, on va dire qu'il est absent tout le mois. Au total, il a 2742. Alors notre position à nous, je pense que je peux parler pour nous trois, notre position avant ce matin, déjà, nous faisions le 2400 plus les 342. On faisait masse, en fait, avec les heures substructurelles, puisque c'est la base du maintien de CP. Et on divisait par 151,67 €, puisque la position avant, c'était la durée légale, multiplié par 0,70. Donc, ça me faisait un taux à 12,66. Mais ici, je bloquais à 151,67 €, puisque je ne pouvais pas aller au-dessus. Donc, vous voyez, ça me fait 1919,95. Maintenant, à partir de ce matin, à partir du JO de ce matin, donc qui va permettre d'indemniser a priori donc les heures substructurelles, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais donc prendre les 2400 plus les 342, je vais refaire masse. Ici, la question à se poser, c'est ça. C'est là maintenant, je le divise par 169 heures, puisqu'a priori, c'est devenu des heures indemnisables. Et donc, je multiplie par 0,70. Donc, mon taux, il est passé à 11,36. Mais ici, dans ma base, je peux indemniser a priori 169 heures. Donc, quand je multiplie les deux, je retombe bien sur mes 1919,95. Bon, à noter que voilà, ça, je pense qu'on va pouvoir avoir des débats là-dessus tout à l'heure. On verra vos questions et comment vous vous positionnez par rapport à ça. Alors ensuite, au niveau des cotisations, c'est important aussi, ça a changé encore depuis ce matin. Donc les indemnités de chômage partiel sont des revenus de remplacement. Donc des revenus de remplacement, ça n'est pas soumis à toutes les cotisations sociales, c'est soumis à CSG, CRDS et sur un taux bien particulier. Notre CRDS, elle n'a pas changé, elle est toujours à 0,5 et elle est non déductible. Par contre, la CSG, elle est à 6,20. Donc j'ai 3,80 de CSG déductible et 2,40 de non déductible. J'ai toujours mon abattement de 1,75 dans la limite des 4 PMSS, ça, il n'y a pas de souci. Donc, il faut savoir quand même que si vous avez une décision unilatérale de l'employeur ou un accord obligatoire, vous pouvez déroger au minimum légal si vous avez envie de payer plus vos salariés que les 70%. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? L'ordonnance numéro 2020-346 nous indique que ça va être aussi du revenu de remplacement, si sous respect des conditions dans la DUE et l'accord, évidemment. Et là, depuis ce matin, voilà, qu'est-ce qui va se passer à partir du 1er mai 2020 ? L'article 5 de cette ordonnance nous dit quoi ? Elle nous dit qu'il va falloir assujettir aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d'activité. Donc, comme si c'était un salaire, le cumul de l'indemnité d'activité partielle avec des indemnités complémentaires versées par l'employeur lorsque ces sommes excèdent 70% de 4,5 fois le SMIC. Donc, en français, en résumé, ça fait que au-dessus de 3,15 SMIC, donc ça ne sera plus du revenu de remplacement, mais ça va devenir du revenu d'activité, donc cotisable comme un salaire.
Donc là, c'est quand même le gros truc de la journée. Hein, donc là, c'est voilà, sur LinkedIn, on parle de trahison, parce qu'effectivement, pour tous les employeurs qui ont fait une DUE pour maintenir le salaire, bah, voilà, ils se retrouvent avec ça maintenant. Donc aujourd'hui, c'est ça, voilà, on en est là, l'article 5, donc avec un maximum de 3,15 SMIC. Donc dès que je dépasse, pouf, je tombe dans du salaire. Donc là, c'est la nouveauté. Attention à vos contrats de prévoyance et retraite supplémentaire. Alors, on a beaucoup parlé, en tout cas sur les réseaux, des contrats de prévoyance, un petit peu moins de la retraite supplémentaire. Hein. L'articulation, en fait, va dépendre à chaque fois de chaque contrat. Les cotisations de prévoyance et de retraite supplémentaire, il faut aller regarder les dispositions de votre contrat. Donc, dans la plupart des cas, hein, les indemnités ne sont pas soumises à ces cotisations si le contrat fait référence à l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Mais ce n'est pas toujours le cas, donc faites très attention à ça. Parce qu'il se peut hein, qu'on soit obligé de mettre les indemnités d'activité partielle dans les bases de vos contrats de prévoyance et retraite supplémentaire. Donc là, l'écrêtement de CSG, CRDS, il n'y a pas de nouveauté. Hein, donc, il faut toujours que mon SMIC soit à 8,03. Alors, pour calculer l'écrêtement, il faut tenir compte du salaire temps plein SMIC brut. Et en fait, l'idée, c'est qu'on ne peut pas passer en dessous du… Si je prélève ma CSG, CRDS, je ne peux pas aller en dessous du SMIC net. Donc, je vais pouvoir écrêter la CSG-CRDS. Donc là, il n'y a pas eu de changement. Je finis en vous montrant un petit bulletin. Pour que ça soit concret, j'ai pris un salarié cadre, un bulletin forfait jour qui est absent 2 jours, et on va le payer un petit peu supérieur au légal. Alors, ça tombe bien, je n'avais pas fait un exemple au-dessus de 3,15. Et on a pris un contrat de prévoyance et de retraite supplémentaire où on dit oui, effectivement, il y a une cotisation. Alors, attendez, il faut que je rechange mon petit partage d'écran. Voilà, voilà. OK. Donc, j'ai un salaire forfaitaire, donc un forfait jour de 212 jours. J'ai un salaire à 2 500 €. Alors, je suis en absence activité partielle de 2 jours. Donc, comme Julie nous a indiqué, une journée égale 7 heures. J'ai donc 14 heures à déduire. Donc, j'ai fait un taux moyen à 16,48. Donc, j'ai une absence de 230,76. L'indemnité, donc le brut soumis à cotisation, ça va bien être le salaire forfaitaire dans mon absence. Mes indemnités d'activité partielle, eh bien là, vu que je n'ai pas d'éléments en plus, je peux prendre mon taux x 0,70. Donc j'indemnise mes 14 heures. Voilà, ça va être le légal, 161,53. Et je vais faire une deuxième ligne pour l'indemnité d'activité partielle pour la part supérieure au légal. Donc voilà, 69,23. Donc ça, en fait, ce n'est pas soumis à toutes les cotisations, ces deux-là, les 230,76. Donc comment ça va se passer? Là, ici, dans mon bulletin, toutes mes bases, en fait, vont être liées à 2269,24, hein, le salaire. Là où je vais avoir un impact, c'est par rapport à ma CSG déductible et non déductible. Donc ma CSG déductible, on retrouve une ligne pour elle toute seule puisqu'elle passe à un taux de 3,80. Et là, ici, je récupère bien les deux lignes d'indemnité multipliées par 0,9825 hein, pour faire l'abattement. Et puis, du coup, je lui mets bien sa CSG déductible. Alors, dans mon exemple, ici, vous voyez, j'ai une base à 2500 parce que ma retraite supplémentaire et ma prévoyance tranche 1. Eh bien, dans mon contrat, c'était marqué oui. Donc, je mets tout ça ici. Et puis en bas, bah, je retrouve bien ma CSG-CRDS sur les revenus de remplacement non déductibles. Alors ici, pour finir, dans le prélèvement à la source, il n'y a pas d'ambiguïté. Les indemnités d'activité partielle sont bien imposables. Voilà un exemple de bulletin. Je vous redonnerai ce bulletin en PDF aussi. Hein. Voilà. Voilà pour ma petite présentation. Donc, on va passer à la troisième partie donc, qui va être présentée par Amandine. Merci Sandrine. Donc effectivement, moi je vais vous parler du cumul avec un arrêt de travail. Mon salarié, il est malade et en activité partielle. Déjà, le plus important, c'est de distinguer, et ça c'est vraiment, vraiment important dans le raisonnement, le type d'arrêt de travail. Est-ce que mon salarié est en arrêt maladie classique, donc qu'il soit lié ou pas au Covid, hein, c'est-à-dire effectivement il est atteint du Covid ou il est atteint d'une gastro, pour faire simple, ou est-ce qu'il est en arrêt dérogatoire? Les arrêts dérogatoires, hein, je le rappelle, personnes vulnérables, garde d'enfants et les personnes contacts, c'est-à-dire les personnes qui ont été en contact avec une personne atteinte du Covid. Rappel aussi rapide pour les indemnités journalières de sécurité sociale, jusqu'à présent, pour l'instant, pas de carence. Les 3 jours de carence, que je sois en arrêt classique ou en arrêt dérogatoire, sautent.
Le complément de salaire légal, il est prévu à l'article L 1226.1 du Code du travail. Et donc, effectivement, je vous ai fait le petit tableau sur qu'est-ce qu'il dit d'habitude et qu'est-ce qu'il dit en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'il dit d'habitude? Que je suis éligible à ce complément de salaire à condition d'avoir 1 an d'ancienneté. En ce moment, pas d'ancienneté requise, mon salarié a travaillé 2 jours, il y est éligible. Normalement, je dois transmettre un arrêt de travail à l'employeur dans les 48 heures. Pareil, cette condition en ce moment n'est pas applicable. Je dois normalement, pour avoir le droit à ce complément de salaire, percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale. Ce point-là n'est pas modifié par le texte. En principe, pour avoir le droit à ce complément de salaire, je dois impérativement être soigné en France ou dans l'espace économique européen. Là, c'est pareil, ce point-là est supprimé du texte. Et enfin, dans ce texte habituellement, les travailleurs saisonniers, les travailleurs à domicile, les salariés intermittents et les salariés temporaires sont exclus. En ce moment, ils sont inclus. Pareil, dans ce complément de salaire habituel, il est fonction de l'ancienneté du salarié, c'est-à-dire qu'en fonction de mon ancienneté, j'ai une indemnisation à 90% et à 2/3. Plus mon ancienneté est importante et plus ma durée d'indemnisation est importante, effectivement, à 90%. Dans ma version Covid, ce texte est modifié, c'est 90% du salaire brut, mais attention, 90% du salaire brut uniquement pour les arrêts entre le 12 mars et le 30 avril. Et on verra pourquoi après. Autre cas de figure, dans mon complément de salaire dérogatoire, en principe, enfin classique, en principe, quand j'ai 1 jour d'arrêt, alors c'est 1 jour qui est imputé sur mon contingent d'indemnisation, donc assez simple. Si j'ai effectivement 2 jours d'arrêt, dans mes 30 jours, c'est 30 jours moins 2, reste 28 jours. Reste 28 jours à 90% indemnisés. En version Covid, pour les arrêts classiques, je n'ai pas d'imputation sur ce contingent pour les arrêts entre le 12 mars et le 24 mai. Donc, les arrêts entre le 12 mars et le 24 mai ne comptent pas pour ces fameux durées de 30 jours indemnisables. Mes arrêts dérogatoires, ce n'est pas d'imputation sur le contingent non plus, mais attention, pour les arrêts entre le 12 mars et le 31 mai. Donc, suivant si je suis en arrêt classique ou en arrêt dérogatoire, je n'ai pas tout à fait la même durée de non-imputation sur le contingent. Et c'est pour ça que c'est très important de vérifier à la base sur quel type d'arrêt je suis, normal ou effectivement dérogatoire. C'est exactement la même chose pour la carence. En principe, j'ai une carence de 7 jours sur mon complément employeur, bien sûr, sauf accident du travail, maladie professionnelle. Pour mes arrêts classiques, j'ai toujours cette carence de 3 jours, mais uniquement pour les arrêts entre le 12 et le 23 mars. Pour les autres arrêts, je n'ai pas de carence. Et je n'ai de toute façon pas de carence pour les arrêts dérogatoires. Oui, je sais, les textes ont voulu faire les choses de façon très simple. On rappelle aussi que les indemnités maladie et activité partielle ne sont pas cumulables et que la jurisprudence de la Cour de cassation nous rappelle que quelle que soit la date de l'arrêt de travail, le salarié en arrêt maladie et en activité partielle ne doit pas toucher plus que s'il avait été présent à son poste. Le but, c'est vraiment que le salarié n'ait pas un enrichissement sans cause, qu'il n'ait pas un avantage à être en arrêt maladie. Donc, ça veut dire quoi concrètement cette jurisprudence? Ça veut dire que si mon salarié est en arrêt maladie classique et en activité partielle, alors c'est l'arrêt maladie qui s'applique avec une indemnisation de la maladie qui va être plafonnée à hauteur de la rémunération qu'il aurait perçue en activité partielle. Si mon salarié est en arrêt maladie dérogatoire et en activité partielle, alors c'est l'activité partielle qui va s'appliquer sans prise en compte de l'arrêt dérogatoire. Alors effectivement, à la base, on va vous dire quand même que le premier arrêt dérogatoire continue de courir jusqu'à échéance et c'est l'activité partielle qui va réenchaîner. Et donc, vous avez dû voir peut-être sur la FAQ du site Amélie, mais ce qui est repris aussi par le QR du ministère du Travail, c'est j'ai mon premier arrêt dérogatoire, mais je n'ai pas de prolongation de cet arrêt dérogatoire. Le salarié bascule automatiquement dans le régime de l'activité partielle. Donc, l'arrêt dérogatoire, finalement, il est applicable quand? Uniquement pour les salariés dont l'activité est maintenue. Le salarié doit être concerné par une mesure d'activité partielle pour être éligible à l'arrêt dérogatoire. Sinon, cet arrêt n'a pas de sens. Donc, concrètement,
comment je dois faire mon bulletin de paye lorsque j'ai de l'activité partielle et de l'arrêt maladie, la première chose, c'est qu'il va falloir que je détermine le type de catégorie de mon salarié. Est-ce qu'il est en arrêt maladie classique ou est-ce qu'il est en arrêt maladie dérogatoire? Puisqu'on va voir, on a vu ensemble, par rapport à la date, ce n'est pas du tout la même carence qui va s'appliquer. La deuxième étape, ça va être de déterminer l'activité de mon salarié. Est-ce qu'il aurait travaillé? Est-ce qu'il aurait été placé en activité partielle? Totalement, partiellement? En cas de doute, ça c'est le conseil que je peux vous donner, on ne plafonne pas le complément de salaire. On a vu à la Cour de cassation, elle nous dit bien que le salarié ne doit pas gagner plus que s'il avait travaillé, que s'il avait été présent à son poste. Encore faut-il que je sois sûre de sa durée du travail. Typiquement, si je suis dans un service où les salariés travaillent, parfois oui, parfois non, on ne sait pas tellement comment et on ne sait pas tellement combien d'heures ils travaillent, on ne prend pas de doute. Dites-vous bien que si le salarié n'est pas content, il ira en contentieux et que en contentieux devant un juge prud'homal, vous devrez prouver de façon certaine et sans ambiguïté les horaires que le salarié aurait dû faire. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de prouver les horaires que le salarié aurait dû faire, vous ne prenez pas de risque et vous ne plafonnez pas ce complément. Sinon, vous prenez clairement un risque pour votre entreprise ou pour votre client. Ensuite, je détermine donc le complément de salaire applicable à la situation de mon salarié. Est-ce que c'est du complément de salaire conventionnel? Est-ce que c'est du complément de salaire légal? Est-ce que c'est du complément conventionnel légal plafonné? Avec, là aussi, rappel d'une règle sur ce qu'on appelle la détermination de la règle la plus favorable. On entend souvent, je dois appliquer la règle la plus favorable aux salariés. La règle la plus favorable, la Cour de cassation, là aussi, nous donne une lecture assez claire. Le régime doit être regardé dans son ensemble et sans adaptation pour déterminer la règle d'indemnisation la plus favorable aux salariés. Je prends vraiment tout mon régime stricto sensu légal, je prends tout mon régime stricto sensu conventionnel et je compare. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un régime conventionnel qui prévoit un complément de salaire à 100%, mais avec une ancienneté d'1 an, forcément, il est moins favorable pour mon salarié qui n'a pas 1 an d'ancienneté, puisque l'ancienneté en fait d'1 an fait échec à son application. Je ne dis pas, ah bah oui, mais j'enlève l'ancienneté d'1 an. Non, mon régime conventionnel a une ancienneté d'1 an, je compare ce régime avec cette ancienneté d'1 an. Donc forcément, pour mes salariés qui ont moins d'1 an d'ancienneté, c'est le légal qui va s'appliquer. Si le régime conventionnel s'applique uniquement en présence d'une absence dûment justifiée par un arrêt de travail, alors le régime conventionnel ne s'applique pas aux arrêts dérogatoires et la prévoyance éventuelle pourra opposer un refus de prise en charge. On a déjà des prévoyances qui nous disent « non, je ne prends pas en charge, je n'indemnise pas ». Pourquoi? Parce que le régime conventionnel ne vise pas les arrêts dérogatoires. Ce qui est logique, puisque jusqu'à quelques semaines en arrière, ça n'existait pas, les arrêts dérogatoires. Donc forcément, les textes n'avaient pas pu le prévoir. Mais en tout cas, le texte, s'il nous dit « c'est un arrêt justifié par un certificat médical, un médecin, etc. », les arrêts dérogatoires sont exclus de cette prise en charge et on ne peut pas reprocher à la prévoyance de ne pas, du coup, couvrir l'indemnité. Donc, concrètement, il faut vraiment bien lire et bien interpréter les dispositions conventionnelles pour comparer ce qui doit être réellement comparé et appliquer au salarié l'indemnisation qui lui est due. Et une fois que j'ai fait tout ça et que je me suis posé toutes ces questions, j'ai un peu la migraine et je peux quand même établir la paye de mon salarié. Donc, la paye de mon salarié, j'ai pris un exemple. Donc, j'ai pris un exemple d'un salarié qui est malade suite à son infection par le Covid, avec un arrêt médical du 6 au 19 avril dans une société qui est ouverte 1 semaine sur 2. Donc, 1 semaine, il travaille, 1 semaine, il est en activité partielle. Donc, ce salarié aurait été placé de façon certaine et sans ambiguïté en activité partielle du 13 au 19 avril 2020. Donc, mon salarié possède un vrai arrêt maladie. Donc, comme il a un vrai arrêt maladie, il a d'ores et déjà les 3 jours de carence sur son complément de salaire légal. Il n'a pas de convention collective plus favorable. Le salarié aurait été placé aussi en activité partielle de façon certaine. Donc, mon bulletin de salaire référence complément de salaire doit prendre en compte à la fois l'absence classique et le plafonnement activité partielle sur la semaine concernée. Ce qui nous donne quoi concrètement? Avec un petit modèle. Hop. Voilà. Wonderful. Donc, première chose, mon bulletin de salaire classique, mon salarié, il gagne effectivement 12 € de l'heure, 151,67 €. Je lui ai fait son bulletin de salaire classique, donc sur lequel je cotise. Voilà. Donc, on descend, vas-y, toutes les cotisations, c'est son bulletin quand tout va bien. Donc, son bulletin quand tout va bien, mon salarié, donc 1 413,55 €. Deuxième bulletin juste à côté. Bulletin que vous aurez bien entendu dans le support, ne vous inquiétez pas.
mon salarié, du coup, il est en absence maladie, donc du 6 au 8. Du 6 au 8, ça me fait 3 jours, 7 heures, 3 jours, 21 heures. 21 heures, donc c'est sa fameuse carence qui ne sera pas indemnisée. Donc, je la retire. Ensuite, j'ai mon absence maladie, donc des 9 et 10 indemnisables. Et donc, j'ai bien mon complément employeur légal à 90% sur ces 14 heures indemnisables. Et sur ma deuxième partie, j'ai fait mon absence maladie, donc ma deuxième semaine d'absence en version activité partielle. Pourquoi j'ai fait cette absence en activité partielle? Un peu plus bas, hop, je place bien mon indemnisation. Moi, je la mets en bas de bulletin, mais vous auriez pu, on peut la mettre en haut aussi. Vous voyez, j'ai bien, hop, 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 ici, voilà, c'est bon. Voilà, vous voyez là? Oui, c'est bon. Vous voyez, j'ai bien mon indemnisation activité partielle qui apparaît ici. Pourquoi j'ai mon indemnisation activité partielle? De façon à déterminer mon net à payer que le salarié aurait touché s'il n'avait pas eu cet arrêt maladie, c'est-à-dire mon net à payer de référence avec activité partielle. Mon net à payer de référence qui se situe donc à 1 146,12 €. Ça, c'est mon bulletin, ce que j'appelle mon bulletin de test pour faire mon bulletin de paye final. Donc, mon bulletin de paye final reprend effectivement, on remonte, ma fameuse carence qui reste, mon complément de salaire à 90% sur ma première semaine et sur ma deuxième semaine, mon complément de salaire, donc bien mon absence avec mon indemnisation. Et là, vous allez avoir une ligne qui apparaît que j'ai mis en vert, la régule nette activité partielle, cette ligne de régule de façon à garantir au salarié le même net que s'il avait travaillé, s'il avait été placé en activité partielle. Donc, vous voyez, je ne plafonne pas du tout mon complément employeur. Mon complément employeur reste bien à 90% de mon brut, puisque j'ai aucun texte qui m'autorise à faire moins que ce que prévoit la loi. Je veux dire, si je faisais que 70% du brut, comme le QR le dit, je prendrais un risque prud'homal, parce que le texte est 90% du brut. En revanche, effectivement, pour respecter la jurisprudence, je plafonne ce complément au net qui leur est versé, ce qui me donne ma fameuse régule au net activité partielle, de façon à, si vous regardez en bas de bulletin, une fois que j'ai cotisé, j'ai forcément mes indemnités d'activité partielle qui ont disparu puisqu'il n'est pas en activité partielle, vu qu'il est malade ce salarié-là. Mon net à payer à 1 146,13, le même que celui que j'avais fait sur mon bulletin test. J'ai donc bien garanti le net à payer du salarié en le plafonnant. Et là, tout le monde respire et tout le monde prend un Doliprane. Waouh! Et donc, là, la dernière diapo, puisqu'il y en a quand même la petite dernière qui est drôle. Ouais, je sais. Après, ça pue, tout le monde a envie de déserter, je comprends bien. Attends, elle est où la dernière, quand même, ce qui se passe à partir du 1er mai. Bah oui. L'article 10 de la loi de finances. Pourquoi elle n'est pas là? Mince. L'article 10 de la loi de finances. Je ne l'ai pas, alors dis-le. Bon, ben voilà. Donc, effectivement, attention, à partir du 1er mai, les arrêts dérogatoires devraient basculer. On attend encore effectivement la confirmation, mais c'est le projet de loi de finances qui en ce sens, rectificatif pour 2020. À partir du 1er mai, tout ce qui est arrêt dérogatoire ne serait plus dans le côté arrêt maladie, mais basculerait dans le régime de l'activité partielle. Alors, c'est pas complètement neutre en l'état quand même pour les salariés. Alors, vous allez me dire, pour le salarié qui de toute façon était placé en activité partielle d'ores et déjà, ça change rien, c'est juste un changement de financeur. C'est plus l'entreprise qui va financer, ça va être l'activité partielle, donc l'État qui va financer. Je veux dire, on a vu qu'on plafonnait à 70% le complément de salaire, ça ne change rien. Là où va avoir un impact, c'est pour les entreprises qui ne sont actuellement pas placées en activité partielle. Donc, comme l'entreprise n'est pas placée en activité partielle, le salarié travaille. Aujourd'hui, le salarié perçoit une rémunération, son complément de salaire maladie, à hauteur minimum de 90% du brut. Et donc, effectivement, comme il perçoit aujourd'hui un minimum 90% du brut, si demain, on le bascule dans le régime de l'activité partielle, ce salarié en arrêt maladie dérogatoire ne sera plus à 90% de son brut, mais à 70%. Donc, ce salarié qui aujourd'hui est à 90% va passer à 70%. Et il y a lieu de croire que si le texte reste en l'état, on ait quelques surprises en gestion sur ces salariés-là.
Merci beaucoup, Amandine. Merci à vous aussi. Alors, j'espère que tout le monde est encore là. Oui, tout le monde est encore là, j'ai vu. Donc, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Alors, je vous réactive au micro. Alors, non. Pour le dernier point, ça veut surtout dire qu'on va devoir faire des demandes d'indemnisation, enfin des inscriptions sur le site. Probablement. Ah oui. Probablement. En tout cas, en l'état actuel, effectivement, il va falloir faire une demande. Après, en toute objectivité, il faut absolument attendre le décret. Pourquoi ? Parce que l'arrêt maladie… Mince. Ah bah attends, excuse-moi, Amandine. Du coup, tu peux réactiver ton micro s'il y a eu un problème. Oui, c'est bon. Oui, donc effectivement, a priori, on va avoir des demandes d'indemnisation à faire, mais c'est vrai qu'il faut vraiment attendre le décret parce que très très clairement, en l'état actuel des textes, l'arrêt maladie dérogatoire, c'est pas une des causes d'ouverture qu'on a vu, comme Julie nous l'a dit. On a des circonstances exceptionnelles, etc. Et ça ne rentre aujourd'hui pas du tout dans les cases. Donc clairement, moi je pense qu'on va avoir un décret qui va nous créer cette condition d'ouverture en fait ad hoc. C'est-à-dire exceptionnellement pour telle période, ces types d'arrêts sont éligibles à l'activité partielle. Après, je pense sincèrement qu'on va devoir avoir dans le même type de plateforme, c'est-à-dire faire une demande d'avenant pour les entreprises qui n'avaient pas mis ça dans le viseur ou carrément une demande d'ouverture pour des entreprises qui ne sont aujourd'hui pas du tout concernées par l'activité partielle, avec ce côté un peu que je trouve humoristique d'une entreprise qui pourrait être concernée par une durée du travail dérogatoire, c'est-à-dire 60 heures par semaine pour ses salariés parce qu'elle est en suractivité, mais corrélativement une demande d'activité partielle pour ces salariés qui sont en arrêt dérogatoire. C'est quand même un peu original, mais en tout cas, c'est le chemin que ça semble prendre. Il y a une question là, récurrente là, dans le chat, ça concerne les dirigeants salariés qui se sont mis, eux, en arrêt garde d'enfants, mais du coup, a priori, ces dirigeants salariés vont-ils pouvoir bénéficier de cette activité partielle ? C'est une vraie question. C'est une vraie question puisque aujourd'hui, ils bénéficient des IJSS. Donc, dans la mesure où un TNS bénéficie des IJSS, il devrait effectivement, même un assimilé salarié, il devrait pouvoir bénéficier de l'activité partielle. Mais aujourd'hui, ils sont exclus, en effet. Ouais. Alors, concernant le minimum de 8,03 €, on est d'accord que si le salarié touche plus avec ce montant, on peut le diminuer car il ne peut pas gagner plus. Alors, ça veut dire quoi? Qu'on lui applique les 8,03 € et que du coup, il gagne plus que ce qu'il gagne d'habitude? Pour moi, 8,03 €, c'est le minimum, sauf pour les contrats pro et le contrat d'apprentissage. Mais où le texte nous dit qu'il faut plafonner. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez réactiver vos micros si vous voulez parler. Après, on va regarder le chat. De gagner plus que s'ils avaient travaillé. Si avec le minimum de 8,03 €, on arrive à un net supérieur, comment ça se passe? Alors, ça veut dire quoi? Que c'est un salarié au SMIC alors que vous avez, malgré les 8,03 €. Alors, dans les textes, ils prévoient les salariés qui sont payés moins que le SMIC, où on va effectivement plafonner les 8,03 €. Après, donc, c'est du fait de quoi? Des prévoyances, des mutuelles qui peuvent avoir un impact? Tout à fait. Ah oui. Ça, ils ne l'ont pas prévu. Donc, comment on le gère, nous? Oui, parce que ça peut être le cas de payer au-dessus du SMIC, mais avec une prévoyance et on arrive du coup en dessous. Là, pour moi, le cas, il n'est pas tranché. Il n'est pas tranché. Il n'y a rien qui nous… Alors, on a une règle, effectivement, qui nous dit que je ne peux pas gagner plus que ce que je gagne d'habitude. Donc, ça, effectivement, cette règle-là, elle existe. Après, au niveau de l'activité partielle ou des différents textes qu'on a pu avoir, rien ne nous oblige à le plafonner. Oui, on a quand même la règle des 8,03 € à respecter. Donc, c'est vrai que là, on est encore… Pour moi, c'est une question qui reste en suspens. Ouais. Alors moi, Oui. Pardon, finissez. Non. J'avais une question sur les heures supplémentaires. Donc, en fait, pour que ça soit bien clair, est-ce qu'on prend seulement en compte, par exemple, s'il a 169 heures, les 17,33, est-ce qu'on prend seulement en compte les 17,33 dans le calcul pour l'allocation, ou alors on rémunère également ces 17,33? Merci d'avoir posé la question. Oui, c'est ça. C'est une bonne question. En fait, on s'est posé la question aussi. Donc, le texte nous dit que les heures sont indemnisables aujourd'hui. Après, nous, le doute qu'on a, c'est au niveau du calcul. Est-ce qu'on divise toujours par les 151,67 ou est-ce qu'on divise par 169 heures? Je pense que l'esprit du texte, ça serait de diviser par 169 heures. Mais il n'est pas forcément super clair là-dessus. Et depuis ce matin, on n'a pas eu encore le temps de vraiment l'analyser en fond en long, large, en travers. On attend des précisions par décret à ce niveau-là.
Et du coup, est-ce que le fait de devoir indemniser les heures structurelles, est-ce que c'est rétroactif? Est-ce que c'est applicable à partir du 1er mai? Est-ce qu'il va falloir faire des régularisations sur les payes ou pas? On s'est aussi posé la question, apparemment. Ouais, parce qu'il n'y a rien dans l'ordonnance. Non. C'est Non, ça. il y a- Donc, a priori, s'il n'y a rien, pour l'instant, c'est peut-être à la date de l'ordonnance, à la date de Ouais. la parution, donc du C'est ça. 23. Donc, ouais, ça serait peut-être pour les heures à partir du 23. D'accord, très simple. Ah, par si moi, si on prend un texte strict, effectivement, normalement, la loi ne dispose que pour l'avenir. Donc, on devrait faire un premier calcul du 1er au 23 avril et puis un deuxième calcul du 23 avril au 30 avril. Enfin, ça semble difficilement réalisable en paye, quand même, en pratique. Hein. Donc, on attend vraiment des précisions par rapport à ça. Ouais. excusez-moi, par rapport aux heures structurelles, justement, l'ordonnance, elle parle des conventions des personnes au forfait. Est-ce que... Forfait heure, ouais. Forfait heure, un contrat de 39 heures, par exemple. Ouais. Contrat de 39 heures, c'est un forfait hebdomadaire en heures. Donc, il faut vraiment que sur votre contrat de travail, ou 169 heures. Mais il parle... j'ai ma DRH qui me dit que par rapport à l'ordonnance, elle ne prendrait pas les personnes où le contrat le prévoit. C'est que les conventions et les accords collectifs. Ben, une convention individuelle, Ouais. c'est un contrat. C'est Ok. ouais. Une convention individuelle, c'est un contrat. Ok, bon, je suis en alternance, du coup, c'est pour lui préciser. Ok. Bon, c'est vrai que nous, c'est pareil, hein, c'est arrivé cette nuit, donc on analyse avec vous à chaud. Mais c'est, ouais. Est-ce que pour vous, les accidents du travail sont à prendre en compte au même titre que les arrêts maladie? Alors, sur la question, c'est sur le plafonnement ou pas? Sur un peu ouais, sur les tout, cumuls, sur ça, aussi ouais. bien la carence. Parce que là, en fait, sur les accidents du travail, légalement, il n'y a pas de carence, en fait. Donc, il n'y a pas de carence. Toutes ces choses-là, en fait, ne s'appliquent pas forcément en accident du travail. Donc, mais par exemple, pour la question d'ancienneté, les 12 derniers mois, voilà, à prendre en compte. Est-ce que... oui, la logique, en fait, quand on lit L12-26.1, clairement, pour moi, les accidents du travail, ils rentreront dans le même scope. D'accord. On parle bien d'arrêt de travail, en fait. Arrêt de travail, c'est ni maladie, ça n'a pas de connotation maladie ou accident, c'est arrêt de travail. Ouais. Voilà. Petite question sur les jours fériés. Parce qu'on a parlé des jours fériés chômés, mais les HCR, ce sont les jours fériés, il y a des jours fériés garantis, ils travaillent normalement, enfin pas tous, mais certains. Donc on doit faire la distinction entre ceux qui devaient réellement travailler, comment on gère avec les jours fériés garantis, etc. Oui. Alors si vous aviez fait un planning des jours fériés garantis ou de ceux qui sont travaillés donnent lieu à, ceux qui sont normalement travaillés donnent lieu à indemnisation. Donc ça a été précisé d'ailleurs ça sur le QR qui a été mis à jour hier ou avant-hier, je ne sais plus. Mais voilà, si vous avez fait un planning de vos jours fériés, donc en disant ceux-là sont travaillés ou toi tu travailleras et pas toi et tout ça, c'est sur ça que vous allez vous baser pour votre indemnisation. Bonjour, moi aussi j'ai une question. En fait, je voudrais savoir l'activité partielle. Donc, si on a des salariés qui sont à 50%, est-ce que ça a un impact sur les proratas de plafond de la sécurité sociale, par exemple? Oui. Salut Robin. Oui. Ouais. Et ben, du coup, effectivement, j'avais mis ça dans la présentation. Je vous le remettrai dans le PDF final. Il n'y a pas de. En fait, ça dépend de la circulaire. C'est de 2013, hein, c'est ça, Amandine? 2018. 2018, pardon. Ouais, bah, voilà. C'est ça. 2018, oui. Ouais. Un temps plein qui passe en fait en activité réduite, il faut le proratiser comme finalement un temps partiel, quoi. En heure. Ouais, voilà, mais pas besoin de journée complète. Si quelqu'un travaille 50% par jour, on peut proratiser le plafond à 50%. Ouais. Ok. Ouais, exactement. Ouais. Bonjour Sandrine, c'est Abdelkader. Bonjour Abdelkader. Oui, je t'entends. Ouais. Oui, c'est une position que nous avons, nous, opérateurs de paye, pour certains fortement contestée, pour plusieurs raisons, parce qu'on a des dispositions dans le Code de la sécurité sociale, justement le L242-10, qui écarte du plafond de sécurité sociale de la réduction les activités à temps partiel. D'autre part, nous avons le R242-2 qui, semble-t-il, dans une lecture qui peut être faite, ne concernerait que le bâtiment. Et troisièmement, la question 11 à laquelle on se réfère part du postulat que le salarié se retrouve à temps partiel
pour justifier cette réduction, ce qui n'est juridiquement pas le cas. Ah oui. Voilà. Donc, voilà, nous sommes un certain nombre d'opérateurs de paye à avoir contesté la mesure. D'accord. Et donc, nous avons, nous, refusé d'opérer à cette réduction et nous avons demandé à l'administration, en espérant qu'elle nous réponde favorablement, qu'elle puisse, lors des contrôles ultérieurs, permettre effectivement l'application de chacune des deux interprétations. Voilà, mais nous avons rejeté en tous les cas la position de l'administration comme non conforme à l'ensemble des dispositions du Code de la sécurité sociale et du Code du travail en l'occurrence. D'accord. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Abdelkader pour tes précisions. Voilà, et puis juste un point s'agissant effectivement du plafonnement d'exonération. Lorsqu'il y a un complément employeur tel qu'il résulte de l'ordonnance qui a été publiée au journal officiel ce jour, ça ne va concerner que le complément employeur. C'est-à-dire que bien évidemment, si l'indemnité légale à 70% est supérieure à 3,15 fois le SMIC, elle conserve par définition sa nature de revenu de remplacement et conserve le régime applicable au revenu de remplacement en l'occurrence, c'est-à-dire exonération de cotisations sociales et CSG à taux réduit et qu'il convient d'apprécier uniquement la part employeur. Alors, certains l'ont contesté, je pense qu'on a lu la même réaction du même auteur concernant cette fameuse trahison. Voilà, en tout état de cause, à dire vrai, le complément employeur n'est pas par définition un revenu de remplacement. Ce qui fait que, bien évidemment, lorsque le salarié est malade et que nous avons des obligations de maintien de salaire, eh bien, lorsque bien évidemment je viens déduire les IGSS, je leur conserve leur caractère de revenu de remplacement et leur nature de revenu de remplacement, mais pas le surplus qui est cotisé, qui est soumis à cotisation en toute logique. Et donc, en ce point-là, je ne sais pas pourquoi sa réaction est celle qu'il a exprimée, mais bien évidemment, alors deux hypothèses, soit le montant global et seule l'indemnité légale est supérieure à 3,15 et l'excédent continue à être exonéré et soumis à CSG et à taux réduit, soit nous avons et donc éventuellement le complément employeur qui est bien au-delà est soumis en totalité, soit nous avons par exemple, à titre d'exemple, une indemnité légale à hauteur de 2,5 fois le SMIC et un complément qui porte le tout à 3,5. Alors nous aurons jusqu'à 3,15 complément employeur compris une exonération et de 3,15 à 3,50 pour 0,35 de mémoire, nous aurions un assujettissement, ce qui oblige effectivement à créer une certaine dichotomie dans les systèmes d'information. Ouais. C'est clair. Bah, dis donc, c'est intéressant. Effectivement. Ouais. Ok, merci beaucoup Abdelkader. Je vous en prie. Merci. Alors, il y a des messages qui sont arrivés par le chat. Oui. Alors, oui, effectivement, il y en a pas mal. Alors, comment compter le jour férié d'avril? Ah oui, 154 heures réelles et 147 seraient indemnisables au réel par l'activité partielle. Ça revient à compter le lundi de Pâques à 4h67 payés par l'employeur. Mais alors là, il y a pas à mon sens, il n'y a pas de réponse absolue. On va dire que c'est une question de pratique. Hein. Donc, soit on décide d'indemniser de payer le salarié ses 7 heures de jour férié parce qu'on ne veut pas le léser et qu'il ait quand même ses 7 heures de jour férié et on l'indemnisera moins au titre d'activité partielle. Soit effectivement, on ne le paiera que 4,67 € et on aura 147 heures au titre d'indemnité d'activité partielle. Là, je pense que c'est une question de pratique, en fait. Ça dépend. Il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de choix qui a été fait, il n'y a pas de législation sur ce point-là. Par contre, excusez-moi, par rapport à ce jour férié, si habituellement le lundi n'est pas travaillé, est-ce qu'on peut déduire du coup 154 heures ou on se plafonne à 151,67 h? Pour moi, il faut déduire 154 heures, puisque vous allez être indemnisé par l'activité partielle à 154 heures. D'accord. C'est ce que vous allez recevoir de l'État, de toute façon. Puisque l'État, on calcule semaine par semaine complète. Oui, ok. Merci. Il n'y a rien. Donc pour l'absence, en fait, vous ne faites pas au réel. Pour l'absence, on ne fait pas au réel. Ça dépend comment vous faites. L'absence reste la gestion de l'absence ne change pas. C'est la gestion de l'absence que vous avez habituellement. Donc, on a des entreprises qui font au réel, donc qui vont continuer à faire au réel. Et il y a des entreprises qui font selon les heures moyennes, donc qui vont continuer en heures moyennes ou encore en calendaire. Enfin, chacun a sa pratique et en termes d'activité partielle, on garde sa pratique de retenue pour absence. Et là, c'est pareil. Hein. Oui. Si sur le mois de mars, je fais une absence au réel de tout le mois, je vais enlever 151,67 h. Par contre, je vais être indemnisée 154. Voilà, ouais.
Mais effectivement, rien ne m'empêche de le. Enfin, voilà, l'absence reste une gestion d'absence. Donc après, ça dépend des pratiques de chacun. Et à contrario, sur le mois d'avant, j'aurais déduit moins au réel et j'aurais déduit plus et j'aurais été indemnisée moins. C'est le principe en fait de la mensualisation, c'est qu'il y a des fois je déduis plus, des fois je déduis moins. Ouais. Ah, Amandine, on t'a perdu ou c'est moi qui ai perdu tout le monde? Non, j'ai perdu Amandine aussi. Ah, d'accord. Est-ce que ça voudrait dire que sur un mois donné, il y aurait une différence entre le nombre d'heures d'absence retenues par l'employeur et le nombre d'heures indemnisées, c'est-à-dire remboursées par l'État? Moi, je pense qu'à un moment donné, on peut être embêté. On a ce souci qui est qu'on a d'un côté une méthode de calcul des salaires qui est basée sur la mensualisation. D'un autre côté, on a un remboursement qui se fait forcément au réel puisqu'on va déclarer semaine par semaine. C'est pour ça que, pour ma part, je le fais au réel, aussi en retenue pour absence, en indemnisation, pour essayer de coller au maximum à l'indemnisation que je reçois de l'État. Mais c'est vrai que c'est toujours le problème de cette mensualisation et de ces heures réelles. À un moment donné, on est embêté, quoi. Donc, on aurait peut-être intérêt, effectivement, pour cette période-là, à modifier un tout petit peu la méthode de valorisation de l'absence. Oui, ce qui n'est pas inenvisageable. Je peux très bien avoir une méthode de valorisation de l'absence propre à une catégorie d'absence. Donc, on peut très bien dire, moi, j'ai toujours fait de la mensualisation, du calcul mensuel moyen, mais pour l'activité partielle, je décide de faire du calcul au réel. Enfin, vraiment, c'est de la pratique. Là, on est sur la pratique de chacun. D'accord, merci. J'avais une question, excusez-moi, très précise, sur les gardiens d'immeubles. Je ne sais pas s'il y a des particularités, vous savez, avec les UV. Est-ce qu'il y a quelque chose à votre connaissance qui parle de ce point-là? J'ai rien vu passer sur. Alors, c'est pas forcément une catégorie de salariés que je connais bien, mais j'ai rien vu passer, en tout cas en termes de texte, qui en parlait. Non. Je ne sais pas si quelqu'un parmi les participants a des gardiens et peut-être a eu des infos, mais pour ma part, je n'ai rien eu. Alors après, je ne sais pas si c'est une catégorie qui est beaucoup concernée par l'activité partielle, mais bon, ça pourrait arriver éventuellement. Alors, j'essaie de regarder au niveau du chat s'il y a des choses. Benjamin, tu voulais dire quelque chose, non? Quand on parlait de déduire les absences au réel, donc si on fait du 154 heures, on va se retrouver avec un brut négatif. Comment va réagir l'URSSAF si on se retrouve avec des annulations de cotisation avec un brut négatif? Ouais, non. Pour moi, oui, on ne peut pas trop passer dans un brut négatif. Hein. Ben oui, c'est ça qui est compliqué. Ouais, c'est embêtant. Ouais. Moi, pour l'URSSAF, je ne prends pas le risque. Hein. Mais toutes les questions qu'il y a dans le chat, quand même, se recoupent. Hein. Je le note, le truc du brut négatif, là, je vais le creuser. Mais malheureusement, c'est vrai qu'il y a quand même encore beaucoup de questions comme ça. Enfin, c'est là que c'est compliqué. On a vraiment plein d'interprétations. Est-ce que je peux poser une question sur les heures structurelles? J'aimerais juste repréciser le point. En fait, aujourd'hui, la précision du texte fait qu'on peut diviser a priori par 169 heures pour avoir un taux horaire. Si aujourd'hui, la méthode de calcul qu'on avait fait jusque-là était de prendre le salaire de base 39 heures incluant les heures substructurelles et de le diviser par 151,67 heures, est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours bon en faisant ça ou ça pose problème? C'est la question. C'est la question de l'interprétation du texte, à savoir est-ce qu'il y a modifié aussi cette partie-là ou est-ce qu'elle ne parle que des heures qui sont indemnisables. Donc, il y a plusieurs interprétations à ce niveau-là. Pour certains, il va falloir maintenant diviser par 169, ce qui semble correspondre en tout cas à l'esprit du texte. Et pour autant, comme le soulignait Amandine lorsqu'on en discutait tout à l'heure, le texte, le R… 51,22,18. Voilà, qui prévoit qu'on divise par la durée légale, lui, n'est pas modifié. Donc, oui, et puis le portail de l'activité partielle, aujourd'hui, ne permet d'indemniser que jusqu'à 35 heures. On ne peut pas rentrer les 39 heures. Alors, pour l'instant, effectivement, on ne peut pas le faire. Ça va éventuellement changer peut-être. D'accord. C'est pareil, parce qu'au final, on est un peu embêté, je dirais, pour les heures qu'on a fait 31 et 31 mars, parce que le taux sera peut-être forcément différent au 1er avril, et le site devrait nous permettre de mettre un taux différent sur mars. Ce qui serait logique. Normalement, on espère qu'il sera modifié, que le site sera modifié. Autrement, on peut modifier le taux déjà. Hein. Ouais, faut globaliser le taux, quoi, c'est ça? Oui, on peut aller modifier avant la 6. On peut tricher comme ça, mais
Ce serait bien de pouvoir le modifier directement sur un mois distinct. Ah oui, oui. Tout à Bah, fait. Et on peut rappeler, pardon, par ailleurs, que normalement, à partir du mois d'avril, c'est donc la DSN qui va pré-remplir logiquement cette demande d'indemnisation. Et ensuite, effectivement, il faudra valider donc, sur le site. Mais a priori, donc c'est la DSN qui va pré-remplir. Ah bon? C'est ce qui bon, avait été annoncé, oui. D'accord. Ça a été annoncé, d'accord. Ça, C'est ce ce qui a été serait annoncé. c'est intéressant, ouais. Avril 2021? Ouais, bah, Mais attention, il faudra toujours quand même se connecter sur le site de l'ASP et valider, alors Valider. éventuellement modifier s'il y a des anomalies et en tout cas valider après la demande d'indemnisation, mais ce serait pré-rempli via la DSN. Ça pourrait être pratique. Donc là, si on l'a déjà pré-rempli, en fait, la DSN peut tout reboucler derrière. Bah, c'est-à-dire que quand vous allez envoyer votre DSN du mois d'avril, donc a priori avant le 5 mai, dans le cas général, logiquement, dans la foulée, vous vous connectez sur le site ASP et vous voyez les informations pré-remplies. Il y aura plus qu'à valider. Parce que moi, justement, pour anticiper la fin de mois et donc le site un peu bouché, j'ai déjà pré-rempli par semaine tout ce qui est sur avril, par exemple. D'accord. Alors, après, il faudra voir, du coup, si quand vous allez envoyer votre DSN du mois d'avril, est-ce que ça va écraser purement et simplement? Est-ce que Tu peux pleurer là. Ouais, c'est un peu ça. Et du coup, ce que je comprends pas du coup, c'est que sur mon site, je le remplis quand même semaine par semaine. Dans ma DSN, il n'y a pas d'information semaine par semaine. Hein. Si l'AE n'est pas prêt. Hein. Il y a quand même des dates qui sont indiquées. Si l'AE nous dit que n'est pas prêt, la norme DSN n'est pas prête. Donc, oui, parce que je vois pas comment la norme DSN aurait pu se mettre à jour aussi rapidement. Mais et j'ai du mal à voir effectivement comment elle va pouvoir le remplir semaine par semaine, puisqu'aujourd'hui c'est ce qui m'est demandé sur le site de l'activité partielle. Bah, d'autant plus, Julie, je me permets. Oui, bien sûr. D'autant plus que si nos clients saisissent sur le portail, que ce soit Silay ou autre chose, ils saisissent généralement une date de début à une date de fin. Il faudrait les faire saisir par semaine. Il faudrait les faire saisir par semaine, oui. Et là, effectivement, ce que Daniel dit, il est clair que c'était quelque chose qui était déjà prévu. Je me suis permis de le mettre dans le chat fin février 2020. Oui. Je dirais, la DSN ne permet pas encore de prendre ces données et de l'intégrer sur le portail de l'ASP, qui est malheureusement encore perfectible. Ok, merci. J'avais une question sur la prime d'ancienneté. Alors, c'est tout bête, mais en fait, c'est un salarié qui travaille habituellement à temps plein. Et donc, moi, je mets 151h67. Je vais soustraire 144h67 pour payer le JF. Mais est-ce que la prime d'ancienneté, donc il n'a pas travaillé du mois, il est au chômage partiel tout le mois, est-ce que la prime d'ancienneté, c'est 500 €, elle est conservée? Alors, la prime d'ancienneté, en fait, de toute façon, une prime d'ancienneté, ça n'a rien de légal. Donc après, c'est à voir aussi si vous avez des règles de prorata. Est-ce que c'est une prime qui est proratisée en cas d'absence ou pas? D'accord, c'est avec la convention. Ouais, c'est ça. Mais soit on la laisse, les 500 €, soit on peut la scuser et la mettre à 0, soit c'est le texte qui décide. Okay. Si elle est proratisable, ça dépend. Pareil, ça dépend comment vous faites en principe en cas d'absence. De toute façon. Ouais, c'est ça. En cas d'absence, en temps normal, dans la majorité des cas, je la laisse telle quelle, quoi. C'est la même tous les mois. Même s'il est absent tout le mois? Non, pas dans ce dossier-là, mais donc ça dépend effectivement si elle est forfaitaire et non proratisable, mais ça dépend de ce qui est prévu. Moi, j'aurais une question concernant les congés payés. Est-ce qu'on doit les maintenir justement quand il y a activité partielle? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit les calculer comme d'habitude, donc 2,08 ou 2,50, ou est-ce que justement on les proratise ou comment ça se passe? Non, c'est du temps de travail effectif, il n'y a pas de prorata. D'accord. Pour les congés payés, c'est du temps de travail effectif. Voilà. D'accord. Mais pas pour l'ancienneté. Ouais. Ok. Et Super, contrairement, et pareil pour les RTT, c'est pas du tout le même cas, c'est pas maintenu normalement. Voilà. Donc c'est du Merci. temps de travail effectif que pour les congés payés. D'accord. Ok, Alors, super. on a une question dans le chat. Donc, concernant l'assiette de calcul du taux horaire de référence pour la paie, vous incluez les heures structurelles. Il s'agit d'un positionnement de votre part
Le QR qui dit le contraire. Ah oui, oui, bah oui. Voilà. On n'est pas d'accord avec le QR, ouais. On n'est pas d'accord avec le QR. Muriel, nous ne sommes pas d'accord. Mais je dirais que le QR nous dit que pour la maladie, on plafonne à 70%, ce qui serait prendre un risque fou en cas de contentieux de mettre maintien 70%. Hein. Je vous garantis, je suis juge prud'homal, je vous condamnerai. Hein. Après, effectivement, on a l'article du Code du travail qui nous dit bien qu'il faut ramener, qu'il faut se baser sur la base congé payé, qui prend bien en compte les heures structurelles. On a ce QR qui nous dit qu'il ne faut pas les prendre en compte. Donc, le QR n'a pas de valeur juridique. Après, c'est un choix stratégique à faire, en sachant quelle sera la décision des administrations si vous avez un contrôle sur votre dossier, quelle sera la position de l'URSSAF, quel est le risque de litige. Donc, après, il faut voir quel clan quelle partie vous va le mieux, quoi. C'est effectivement ça. Moi, c'est un peu l'analyse que j'ai aussi. Hein. Je suis d'accord avec toi. C'est avec qui vous voulez vous fâcher en premier. Avec vos salariés, avec l'URSSAF, avec la directe. Choisissez avec qui vous voulez vous fâcher en premier. Voilà. Sur cette question des HS, d'autant plus que dans un texte récent, mais dont je n'ai plus les références à l'esprit, il a été décidé d'exclure l'indemnité de congé payé de la période de l'assiette de référence si au cours de la période qui en tenait lieu, il y avait eu des congés payés, selon d'ailleurs des modalités de calcul assez surprenantes. Ça signifie que c'est le seul point sur lequel on est intervenu, à ma connaissance, de manière réglementaire sur l'assiette, et nullement d'autres. Donc, pour notre part, nous avons décidé effectivement, comme préconisé ici, en tous les cas l'orientation prise et l'option prise, de maintenir les HS, dans la mesure où on n'a toujours pas de révision en tout état de cause et de position jurisprudentielle sur cette assiette-là. Et que si avait été émis le souhait d'être plus précis sur cette assiette-là, c'était l'occasion, quand on a en tous les cas décidé d'exclure les indemnités de congés payés, de le faire autant pour les HS. C'est clair. Il est 12h15, ça y est. Alors, on s'est bien amusé. Je pense qu'il reste des questions. Bah oui. J'en ai vu une là que j'ai sous les yeux. Peut-on faire une DUE pour un complément de salaire net à 100% limité à un collège, qui est une question effectivement qui est intéressante, hein, parce qu'il faut garder le cas. Moi, j'aurais tendance à dire que tout accord collectif ou toute décision unilatérale doit respecter le caractère obligatoire et collectif. Quid effectivement de le réserver à un seul collège en cas de contentieux. Est-ce qu'on considérera que votre collège respecte le caractère collectif? J'ai clairement un doute, hein, pour être très très honnête. Moi, je dis franchement, je le tenterai pas. Mais après, chacun voit midi à sa porte. Moi, je le tenterai pas. Les avocats dans la place, Marc, tu le tentes? C'est même l'URSSAF derrière. Voilà. Pourquoi limiter à un seul collège? Moi, je le tenterai pas, honnêtement, mais voilà. Et on est d'accord, la DUE, c'est que pour jusqu'à 151h67, ça prend pas les heures supplémentaires. Pareil, je veux dire, encore une fois, tout dépend comment est rédigée la DUE. Est-ce qu'on peut admettre, avec le texte aujourd'hui qui nous dit qu'on va indemniser les heures supplémentaires conventionnelles, qu'on plafonne une DUE à 151,67? C'est juste un non-sens juridique dans ce cas-là. Donc, wait and see. Là, je pense qu'il va falloir attendre effectivement les premiers contrôles et les premières jurisprudences pour être fixées. Et donc, ça sera bien trop tard, évidemment, pour nous. Mais comme on entend souvent dire, on ne saura qu'au mois de septembre comment il fallait traiter la paye de mars. Mais je pense que tout est là, en fait. Il nous manquera encore beaucoup de réponses et beaucoup ne viendront qu'après. C'est très, très clairement aujourd'hui. C'est vraiment, il y a quand même beaucoup de flou, hein. Je crois que c'est Benjamin qui a écrit c'est le flou artistique ou un truc comme ça. C'est pas faux, c'est clairement le flou artistique. Après, quand vous faites quelque chose, c'est vraiment le conseil que je donne, quand vous faites quelque chose, fondez-vous sur une analyse des textes et gardez cette analyse. Vous voyez, moi par exemple, sur les 151,67, on pourrait me dire que les heures supplémentaires ne sont pas indemnisables. Ok, mais si on enlève le côté durée du travail et que je dis que c'est tous mes salariés, indépendamment de la durée du travail, afin de respecter l'égalité de traitement sur lesquels je maintiens à 100%, c'est-à-dire que je fais vraiment fi de tout ce qui est durée du travail, je me place sur un autre plan. Et comme je me place sur un autre plan, je ne vois pas pourquoi mes forfaits jours, je vais les indemniser à 100% et mes salariés à 39 heures, pas à 100%. C'est juste, en termes d'égalité de traitement, c'est juste pas possible.
Donc vraiment, ça va être, je pense que tout va être lié à l'analyse que vous allez en faire et à l'argumentaire que vous allez développer dans votre DUE, à charge effectivement après d'avoir, et comme disait Julie, à charge derrière sur des contrôleurs URSSAF, de voir l'analyse qu'ils en feront. Malheureusement, on n'est pas tous égaux devant le contrôleur URSSAF. Et une même DUE en fonction d'un contrôleur différent n'aura pas le même résultat final. Olivier nous précise dans le chat. Excuse-moi, vas-y. Mais juste une question là, qui est arrivée qui me dit 3 associés de SAS qui cotisent au chômage sont-ils éligibles même si le lien de subordination est difficile à prouver? Donc déjà, pourquoi cotisent-ils au chômage? Est-ce que vous avez fait un dossier Pôle emploi? Si vous avez Pôle emploi qui vous a dit clairement que oui, il devait cotiser au chômage, c'est qu'il y a un lien de subordination. Si vous n'avez pas fait le dossier Pôle emploi et que vous avez quand même cotisé au chômage, là, c'est risqué. Ouais. Juste une petite précision, si vous voulez bien, concernant le remplissage de la demande d'indemnisation par la DSN. Donc, effectivement, c'est bien reporté au moins à janvier 2021. Ouais. Mais attention, il est bien précisé que l'ASP va quand même utiliser les données de la DSN à des fins de contrôle. D'accord. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence quand même. Ça, c'est intéressant. Ouais. Ça, c'est intéressant. Merci. Merci pour le modèle de DUE. Chouette. Alors, j'avais une dernière question pour ma part sur les HCR. Vous savez, au deuxième trimestre donc 2020, là, à partir donc, du mois d'avril, il n'y a pas de cotisation prévoyance et santé. Comment allez-vous faire, vous? Est-ce que vous allez mettre à 100% par patronal ou bien à zéro Si, c'est ça qui est préconisé, je crois. Dans le... 100% par patronal et via la DSN, mettre à zéro, forcé. Ouais. Oui, le montant fiscal, du coup. Hein? Oui, de la CSG, du net fiscal, si on met tout en patronal. C'est ça. Ah oui, parce que c'est pas vraiment versé, donc est-ce que ça rentre dans la base? Oh là là. Oui, c'est vrai. On fait quand même un métier complexe. Hein. Non, mais non, on appuie sur un bouton et c'est magique. Sur Silae, en fait, l'éditeur de logiciels Silae qu'on utilise en cabinet comptable, ils sont en train de faire un développement pour neutraliser la CSG qui se déclencherait si on met tout en part patronale, neutraliser aussi le fait que la part patronale mutuelle rentre dans le net fiscal. Après, je sais que Silae, quand ils paramètrent, c'est qu'ils ont validé des choses en amont. Et est-ce qu'ils ont validé avec l'URSSAF? On ne sait pas trop parce que des fois, on n'est pas sûr de ce qu'ils font quand même. Donc, après, il n'y en a pas eu d'informations plus concrètes. C'est vrai qu'on a eu cette information-là des HR, mais concrètement, comment on l'applique et quel va être l'impact sur la CSG ou sur le net imposable, sur ça. Après, il serait logique de les exclure puisque ce n'est pas vraiment versé. Aussi bien du CSG que du net imposable, mais pas de réponse précise. Voilà, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Il est l'heure. Merci à tous. Merci à c'était vraiment sympa d'avoir été là. Merci pour ces échanges. C'était très, très enrichissant. Et comme on le dit beaucoup en ce moment, c'est vrai qu'échanger en ce moment, c'est primordial. Donc, merci à tous pour votre participation.